Merci beaucoup, Anna. Merci pour cette invitation. Je suis en effet extrêmement heureux d'être connecté ce soir. Alors, il faut que je précise tout de suite en quoi consiste le méta dont tu viens de parler très, très gentiment. C'est un méta un peu particulier parce que moi, l'ensemble des références que j'ai mobilisées jusqu'ici étaient essentiellement des références françaises. En fait, le méta en question, il est presque de l'ordre de l'épistémologie historique des disciplines, au sens où, euh, disons que d'un point de vue méthodologique, mon point de départ, c'est l'insatisfaction par rapport à l'offre théorique du moment. Et compte tenu de l'insatisfaction au regard de l'offre théorique, j'ai été amené à des investigations d'ordre historique et que j'ai appelé, dans le cadre de recherches antérieures, anamnésique. Qu'est-ce que j'entends par anamnèse? J'entends la remémoration active, volontaire de certains possibles théoriques qui ont existé et qui ont éclos dans le devenir des sciences humaines, mais qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et souvent de mauvaises raisons, à vrai dire, des raisons socio-historiques ou politiques, et pas du tout des raisons théoriques, n'ont pas été retenues et ont sombré dans l'oubli. Il me semble que ce sont les solutions parfois les plus complexes, mais de ce fait même les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qu'on schématise le moins facilement, qui pour cette raison sont difficiles à léguer ou à, ou à- ou à utiliser immédiatement. Mais pour cette raison, donc, il me semble que les possibles en question méritent d'être réactivés. Je m'intéresse en particulier à des périodes de l'histoire de la philosophie et des sciences humaines qui sont des périodes difficilement identifiables, difficilement résumables, non subsumables sous des concepts organisateurs trop simples. Euh, Par exemple, sous la forme d'étiquettes toutes faites comme l'existentialisme, le structuralisme, ou avant ces deux-là, l'étiquette du spiritualisme. Bref, je m'intéresse à ce que j'ai identifié avec un camarade, Giuseppe Bianco, aux angles morts de la pensée. Mais ces angles morts sont tout sauf morts, au sens où, théoriquement au moins, ils sont très, très vifs, très vivants et susceptibles, dans la vie conceptuelle qui est la nôtre, qui pourrait être la nôtre, d'être remis en chantier, d'être remis sur le métier pour ouvrir d'autres perspectives. Donc c'est ça que j'appelle une anamnèse, essayer de revenir sur l'histoire des concepts, non pas simplement pour les étudier en tant que conception passée, mais bel et bien pour montrer d'une part que dans le passé, elles ont malheureusement et injustement sombré dans l'oubli, mais qu'elles méritent aujourd'hui d'être ressaisies et mises au travail. Et donc c'est un peu ce type de démarche que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc c'est pas j'appelle ça, j'ai appelé ça pour commencer très schématiquement de l'épistémologie historique, parce que c'est un peu ce que fait l'épistémologie historique ou ce que fait l'anthropologie historique. Et donc, c'est pas un méta qui est un méta théorique, mais je dirais que c'est de l'épistémologie méta-historique ou de la méta-épistémologie historique, un peu à la façon de ce que dit Ian Hacking lorsqu'il parle de l'entreprise de Foucault ou de la façon dont lui-même va reprendre l'entreprise de Michel Foucault. Donc, euh, ce sera doublement décalé par rapport à l'actualité et je vous prie de m'en excuser. Je ne ferai pas de psychologie politique en prise avec les événements. Je ne ferai pas non plus de, de métaphilosophie au sens analytique, au sens où je prendrai presque immédiatement les concepts et leur articulation, mais je m'efforcerai de produire des médiations historiques, ou en tout cas de les emprunter, et pour les emprunter, donc de les produire d'abord en vue d'essayer de penser à nouveau frais certaines difficultés de la discipline elle-même, de cette discipline que Anna a mis au cœur de son projet, du projet de ce séminaire, qui est donc la discipline de la psychologie politique. Moi, mon point de départ, il est constitué donc aujourd'hui pour cette intervention par le titre de la psychologie politique, pour autant qu'il a été mis en avant par Jon Elster dans un ouvrage que j'ai là d'ailleurs et que je peux montrer à défaut de... Ah bah si, de toute façon, elle a fait un PowerPoint magnifique.
Anna. Donc, ah oui, mais alors avec le flou de mon écran, c'est pas très malin, on voit pas. Peu importe, je vous le dis, c'est un livre de Jon Elster euh, paru aux éditions de Minuit en 1990, qui a pour titre donc Psychologie politique, sous-titre Veine, Zinoviev, Tocqueville, et qui porte donc sur l'articulation du psychologique et du politique. Et c'est très intéressant parce que Jon Elster, comme vous le savez, est norvégien. Il a écrit essentiellement en anglais, mais nombre de ses références sont françaises. Et ça n'est pas un hasard puisqu'il a commencé par venir faire une thèse sur Marx à Paris, d'abord avec Jean Hippolyte, et puis Jean Hippolyte est mort, et je crois il a ensuite pris comme directeur de thèse Raymond Aron. Et donc il a une imprégnation française très forte de telle façon que, tout en développant des outils très analytiques d'analyse, il lui arrive très fréquemment de discuter des penseurs français, qu'ils soient philosophes ou sociologues ou même psychologues. Alors, ce qui m'intéresse dans le point de départ donc, de cette intervention, c'est ce que Jon Elster met en avant du point de vue de sa propre psychologie politique, en déclarant qu'en fait, il est extrêmement méfiant à l'égard des déterminations structurelles. euh, il soupçonne partout ce qu'il appelle le fonctionnalisme. Et là, je pense aux pages 56, 57-58 de son livre Psychologie politique, dans lequel il dénonce la façon qu'ont en particulier des auteurs français de référer les comportements individuels à des structures plus larges qu'eux et de faire cette tendance qu'ils ont à faire des comportements individuels la simple fonction de ces structures qui dépassent les intentions des agents. Pour Elster, c'est se confier à des idoles, se détourner d'un travail vraiment scientifique. De son point de vue, il faut s'attacher aux individus et seulement aux individus dans la mesure où c'est là une profession de foi nominaliste, de cet individualiste de méthode. Il n'existe que des individus. Alors, je trouve que cette définition de la psychologie politique qui donc propose de s'attacher à l'intentionnalité là où elle est explicite et là où elle est euh, identifiable, à savoir chez des individus, et à dénoncer l'intentionnalité supposée de structures supra-individuelles, je trouve que c'est une manière de réfuter un peu vite la sociologie. Les structures sont construites, ça on peut s'accorder avec Elster de ce point de vue, et il faut toujours partir des individus, s'intéresser à ce que font les individus, mais il me semble qu'on ne peut pas ignorer qu'une fois qu'elles sont advenues historiquement, les structures produisent des effets systémiques, des effets contraignants sur les individus. Alors, là où on ne peut pas donner tort à Elster, c'est que, en effet, le plus souvent en France, la sociologie telle qu'elle est pratiquée, a tendance à ne considérer que les structures, ou en tout cas à donner un rôle assez particulier et assez faible en fait aux individus au sein des structures. En fait, je pense en particulier à ce qui est une bête noire de Elster, hein, Bourdieu, Pierre Bourdieu, euh, avec la dénonciation de l'insuffisance de l'habitus comme sens incorporé des structures par les sujets, dans la mesure où cette incorporation du sens par les sujets à travers l'habitus, c'est en un sens la prise en compte de l'individu, mais de telle façon que ce qui apparaît au premier abord, c'est la passivité fondamentale des sujets, qu'on aurait bien plus de raisons d'appeler des agis que des acteurs ou des agents. Il semble qu'ils soient modifiés par les structures sans pouvoir les modifier en retour, sauf à se muer eux-mêmes en sociologues, ce qui est à la fois peu probable et pas nécessairement souhaitable. Bon, on ne voit pas pourquoi il faudrait que les agents s'arrachent à leur situation et deviennent des petits bourdieux pour agir dans les structures sociales. Alors, il me semble, si vous voulez, là j'ai déjà dégagé deux pôles, il me semble que en fait, je vais essayer de naviguer entre ces deux pôles, parce qu'il me semble, c'est un cas typique, à mon avis, de blocage conceptuel, d'antinomie au sens kantien. Il me semble que le problème est mal posé. C'est-à-dire que elles- les positions ici sont unilatérales et radicalement unilatérales, de telle façon que d'un côté, on a du psychique et le rejet
complet du social en tant qu'idole pré-scientifique. C'est plus ou moins la position de Elster, que je caricature évidemment, vous m'en excuserez. Et d'autre part, la position de Bourdieu qui consiste à minimiser le sens du psychique ou l'importance du psychologique dans les structures sociales. Encore une fois, il ne s'agit pas pour Bourdieu de nier qu'il y ait des individus et que ces individus agissent singulièrement, mais cette singularité, elle est incorporée et elle ne fait jamais l'objet d'une explicitation de la part des acteurs, de telle façon qu'à mon sens, elle est moins agie à proprement parler que subie. Et ça tient, à mon avis, au statut très particulier en France de la psychologie, dans la mesure où, me semble-t-il, la psychologie est une des plus mal aimées des sciences humaines, j'allais dire des sciences sociales, mais enfin, précisément, la façon dont on parle de sciences sociales plutôt que de sciences humaines en France témoigne pour l'hégémonie de la sociologie et jusqu'à un certain point pour la mise de côté de la psychologie. Cette mise de côté, elle est très ancienne, en tout cas du point de vue des philosophes hein, et des usages philosophiques qu'on serait susceptible d'en faire. Autant il y a une convergence entre sociologie ou même anthropologie et philosophie, autant les convergences entre psychologie et philosophie sont rares et souvent insatisfaisante. Ça remonte, me semble-t-il, au moins à Canguilhem, qui était le maître, l'un des maîtres de Bourdieu, un de ceux dont Bourdieu s'est réclamé jusqu'à la fin. Et je pense ici à un texte de 1956, maintes fois réédité, mais à chaque fois réédité à l'identique, jusque dans les années 80, qui est un texte très connu de Canguilhem, qui a pour titre Qu'est-ce que la psychologie? En fait, Canguilhem semble parti pour donner une définition de la psychologie, mais très vite, hein, il montre que la psychologie manque d'une définition, qu'elle est ignorante de sa propre essence, qu'il n'est d'ailleurs pas sûr qu'elle ait une essence. C'est une pratique de technicien et, dit Canguilhem, elle ferait bien de s'interroger sur ce qu'elle est et surtout sur ce qu'elle fait. Alors, ça, c'est, si vous voulez, la situation de nouage euh, euh, qui est la situation de nouage des années 1980-90, mais dont il me semble, 1980-1990, dont il me semble qu'on n'est pas sorti, en tout cas en philosophie, de telle façon que, encore aujourd'hui, des philosophes, et à vrai dire plus que jamais aujourd'hui, des philosophes travaillent sur l'œuvre de Pierre Bourdieu et ont tendance à délaisser la psychologie, en tout cas les connexions possibles entre la psychologie et la politique ou la psychologie et le champ social. Alors, je voudrais ici revenir sur cette difficulté et essayer de la dénouer en quelque sorte. D'abord parce qu'il me semble qu'il y a un constat factuel, et c'est le seul type de fait que je vais évoquer qui est très flou du point de vue des savants de sciences sociales, mais enfin, il me semble que c'est un fait que les sujets agissent, quelles que soient les formes de cette action. Et ce fait ouvre sur des perspectives théoriques et pratiques essentielles. Il me semble que si on se passe de l'énergie des sujets, il me semble qu'on va avoir du mal à comprendre comment les transformations politiques adviennent. Et il me semble du reste que de telles transformations du champ social sont appelées des vœux de Bourdieu comme de Canguilhem. Alors, là, le psychique est, me semble-t-il, incontournable, ou le psychologique. Et ici, j'entends moins une dimension disciplinaire ou académique, qui est la psychologie dont parle Canguilhem, que à une dimension expérientielle concrète. Il s'agit moins ici de ce que font des savants qui se disent psychologues que de ce que font des gens en situation d'agir ou de réagir à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait d'eux. Il me semble du reste que cette dimension n'est pas absente du travail de Canguilhem. C'est même ce qu'il détermine à s'en prendre aux psychologues de métier, puisqu'il lui semble que les psychologues de métier ne font pas suffisamment cas de leur sujet. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir ce qu'il en serait si on se rendait compte que les psychologues, peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie d'entre eux, étaient justement attentifs à cette dimension expérientielle concrète. Canguilhem ne semble jamais vouloir l'envisager, alors même qu'il a été confronté à des psychologues de métier, et du point de vue de l'histoire de la psychologie, il faut noter que une réponse a été avancée par un psychologue
à l'article Assassin de Canguilhem. Elle est le fait d'un psychologue de métier, donc Robert Pagès. Et bon, c'est anecdotique, mais très significatif. Non seulement Canguilhem n'a jamais pris la peine de répondre à Robert Pagès, c'était une réponse qui avait été produite au moment de la conférence de Canguilhem, parce que c'est d'abord une conférence, qu'est-ce que la psychologie, qui a été prononcée au collège philosophique dans les années 50. Et cette réponse donnée au collège philosophique, elle est publiée à la suite du texte de Canguilhem dans les deux premières éditions de l'article de Canguilhem. Or, elle n'est pas reprise par Canguilhem lui-même quand il fait un recueil d'articles et qui reprend donc qu'est-ce que la psychologie. Et Canguilhem ne prend pas la peine de modifier le premier jet de sa conférence au regard des remarques de Pagès. D'autres réponses apparaissent dans la discipline psychologique et il en est une sur laquelle je reviendrai dans un instant, c'est celle de Maxime Chastain, un psychologue et philosophe de formation de Dijon, à qui on doit un article tout à fait impressionnant qui répond dans sa formulation même au titre de Canguilhem, que font des hommes qui disent faire de la psychologie? Alors, euh, le point de départ de Chastain, comme des psychologues dont je vais parler, c'est le constat d'une absence d'ajustement des individus aux structures, mais de telle façon que, en fait, cette situation de décalage des individus par rapport à leur milieu de vie est une chance pour les individus. Le constat qui est fait dans les psychologies dont je vais vous parler, c'est le constat d'une pluralité des milieux de vie et de l'existence d'interstices, pardon, existant objectivement entre les milieux de vie qu'on peut, si on y tient, qualifier de structure d'existence. Or, le constat, c'est d'abord, le constat expérientiel concret dont je parlais, c'est d'abord celui de l'existence du jeu entre les structures. Or, les sujets agissent en jouant justement sur les interstices entre les structures et la question qui se pose est de savoir comment eux-mêmes agissent compte tenu de la compréhension qu'ils ont de ce jeu dans les structures ou entre les structures. Alors, évidemment, les sujets en situation peinent parfois à prendre conscience et à élaborer une connaissance de leur action et des conditions possibles de leur action compte tenu des structures et du jeu entre les structures. Mais il se trouve précisément qu'il y a d'autres sujets qui sont susceptibles de les accompagner et de les soutenir. Des individus, éventuellement situés dans d'autres milieux, et qui observent les milieux entre lesquels les agents tâchent d'inventer leur conduite. Alors, ces individus-là, ce sont précisément des psychologues, ou en tout cas les psychologues dont je voudrais parler, se pensent comme de tels sujets. Et d'emblée, il faut marquer que la science qu'ils vont s'employer à élaborer n'est pas une science de surplomb, ça n'est pas une science qui rompt à l'égard des milieux de vie, mais c'est une science qui suppose leur propre appartenance à ces milieux de vie. C'est-à-dire que les psychologues ne sont situés, ne sont engagés eux-mêmes qu'à proportion de leur situation et compte tenu de l'existence qu'ils mènent eux-mêmes dans certains milieux de vie par rapport au milieu de vie des sujets qu'ils souhaitent accompagner, aider, éventuellement éclairer. Leur situation est différente à ces psychologues, mais c'est précisément parce qu'elle est différente qu'ils appartiennent éventuellement à d'autres milieux, qu'ils peuvent apporter l'éclairage dû au décalage de leur point de vue. Au fond, l'intervention des psychologues, eh bien, elle est le signe, sinon la preuve, de la multiplicité des cadres et du hiatus qui sépare les cadres entre eux et qui rend possible le jeu dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui ménage des marges d'action aux individus. Donc, c'est important parce que vraiment, la critique qu'adressait notamment Canguilhem à la psychologie était
une critique qui consistait à dire que les psychologues objectivent leur objet, c'est-à-dire font des sujets de simples choses qu'ils contemplent de toute la hauteur de leur science. Là, ici, il faut bien voir que le constat premier dont je suis parti, à savoir les sujets agissent, il se double d'un constat disciplinaire, à savoir les psychologues eux-mêmes comprennent les situations, qui est telle qu'en fait, il est corrélatif d'une définition de la psychologie qui fait de la psychologie non pas une science de surplomb, mais une science des situations. Pour autant que le psychologue est lui-même situé et que c'est depuis sa situation et parce que sa situation dans sa singularité signale qu'il y a une pluralité de situations possibles qui rend possible son intervention même. Au fond, le psychologue ou le type de psychologue que je cherche et qu'en fait j'ai déjà trouvé et dont je vais vous parler dans un instant, euh, ce sont des psychologues qui sont eux-mêmes acteurs, des acteurs agissant pour leur propre compte, euh, et qui se qualifient eux-mêmes psychologues du travail ou des organisations si les actions qu'ils observent et les acteurs qu'ils soutiennent se situent dans le monde de travail, mais qui peuvent s'appeler eux-mêmes psychologues cliniciens s'il s'agit pour eux d'aider les sujets à affronter les souffrances qui naissent des désajustements au milieu de vie qui sont les leurs. Euh, Aussi bien, on pourra parler de psychologie du développement s'il s'agit de suivre la courbe d'évolution des individus depuis leur enfance, à partir de leur milieu de vie originel et compte tenu des milieux de vie qu'ils ont traversés en grandissant. Alors, je sais pas si Anna a finalement mis le plan que j'avais euh, annoncé, mais Avec je vais. plaisir à mettre immédiatement. Non, c'est pas, c'est juste pour, justement pour dire que je ne sais pas si je vais le suivre. Mais Ah, non, non, mais tu peux le mettre. C'était juste parce que avant d'en venir aux instantiations historiques concrètes de, de ces psychologies qui sont des psychologies immédiatement sociales ou de ces psychologies qui tiennent compte justement de la nature des structures et qui font des structures sociales leur point de départ. J'avais prévu d'explorer deux fausses pistes. Une première, la psychologie sociale, et une seconde, ce que j'ai appelé dans le plan que vous avez sous les yeux, la psychologie collective ou la sociologie psychologique. Euh, Ce sont des formes différentes de la psychologie que je voudrais mettre en avant, euh, qui me paraissent éclairantes pour comprendre le type de psychologie que je voudrais défendre à la fin. Euh, Ce dont je voudrais parler, c'est d'une psychologie qui est articulée au social ou qui prend le social pour point de départ. Et de ce point de vue, ça ne peut pas être ce qu'on appelle en général de la psychologie sociale. Je vais très vite ici et il faudrait donner des exemples historiques concrets. Mais je dirais que la psychologie sociale, dans ses formes surtout d'ailleurs états-uniennes, est une psychologie qui part de l'individu, alors que la psychologie dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant est une psychologie qui part des structures ou des cadres ou des milieux. Or, la psychologie sociale, ce qu'elle veut faire généralement, c'est s'élever de l'individu à la relation entre individus et éventuellement de là à la relation entre les individus et les institutions. Or, le problème ici est qu'une telle démarche présuppose en quelque sorte un individualisme de méthode. On part de l'individualité pour élargir la perspective à toutes les individualités, et si on arrive à élargir la perspective à ce point, on essaie d'atteindre à du supra-individuel, à de l'institutionnel. Or, souvent, très souvent, et encore une fois, je ne donne pas d'exemple particulier, on voit qu'en partant de l'individuel, on a du mal à atteindre à la dimension supra-individuelle, à la dimension institutionnelle. Je prends un exemple parce que c'est un exemple quand même euh, qui, s'il n'est pas états-unien, est important pour les gens dont j'ai déjà parlé. Je pense ici à l'entreprise de Jean-Paul Sartre. Alors vous allez me dire, Jean-Paul Sartre, il est philosophe, il n'est pas du tout sociologue, mais ni psychologue,
Bon, il m'intéresse d'abord parce que c'est une référence assez importante, par exemple, dans le travail de Jon Elster, dans sa psychologie politique, ou un autre texte paru en français sous le titre Le laboureur et ses enfants. Or, ce qui m'intéresse, c'est que le point de départ de Sartre, il est psychologique, mais compte tenu de son ralliement après-guerre au marxisme, Sartre essaie d'élargir son individualisme de méthode, son individualisme originel, qui est un individualisme petit bourgeois, comme il dit lui-même, aux perspectives plus larges d'une anthropologie historique et structurelle. C'est comme ça que Sartre finit par requalifier son projet dans la critique de la raison dialectique. On voit très bien que cette tentative grandiose pour élargir le cadre d'analyse d'une conscience à toutes les consciences, et à partir de là aux conditions concrètes d'existence des consciences en général, cette perspective, cette tentative grandiose, eh bien, elle se révèle un échec. Sartre lui-même ne parvient jamais, en partant des individus, aux structures elles-mêmes. Et je n'ai pas le temps de le montrer, il aurait fallu que je prenne des exemples précis, des exemples disciplinaire, historique précis. Il me semble que le défaut dont souffrent les psychologies sociales, c'est celui-ci, hein. C'est une tentative avortée en général de s'élever du psychologique au suprapsychologique. Or, si on ne part pas du suprapsychologique, ou si on ne tient pas qu'il y a du suprapsychologique, il me semble on ne parvient pas à produire euh, la, la- la dérivation du social à partir du psychique. J'abandonne donc là cette première piste. Une deuxième piste qui est en fait à peu près la seule version tolérable du psychique dans la réflexion française ou francophone, c'est ce que j'appelle ici la psychologie collective ou la sociologie psychologique. En fait, c'est une entreprise qui historiquement est rattachée à Durkheim et à ceux qui ont travaillé après Durkheim. Des gens comme Maurice Alvax ou Charles Blondel ont essayé de produire une psychologie collective. C'est tout simplement l'analyse de la doublure mentale du social. C'est tout simplement l'analyse de ce que Émile Durkheim appelait lui-même des représentations collectives, c'est-à-dire des représentations, et à ce titre du mental, mais collectives, de telle façon que ça n'est à proprement parler l'ensemble des représentations d'aucun individu en particulier, ça n'est pas donc des représentations qui relèveraient d'une analyse de type psychologique, mais ce sont des représentations qui relèvent d'une approche du social en tant que tel. Il y a donc du mental dans le social, mais donc du mental de la communauté ou de la collectivité dans son entier. Et c'est en fait une des tâches de la sociologie telle que Durkheim l'envisageait, de prendre en considération cette doublure mentale du social, c'est-à-dire, encore une fois, ces représentations collectives. Il me semble que la psychologie sociale telle que la pratique Serge Moscovici, qui est un des derniers grands représentants français francophones de la psychologie sociale, a ce sens impliqué en fait dans la pratique sociologique durkheimienne. Il procède lui-même, comme il l'explique, à une étude des représentations sociales, hein, et il substitue en fait cette idée des représentations sociales à celle des représentations collectives, mais il y a bien de la ressemblance, et lui-même montre comment en fait les représentations collectives sont en réalité des représentations sociales parce que ce sont les représentations de la société elle-même, les représentations que le tout du social se fait. Et donc, ça n'est pas l'analyse des représentations individuelles qui relèverait pour le coup de la psychologie. Aussi bien, il me semble que, au-delà de la France ou des pays de langue française, euh, une telle, euh, une telle approche peut être identifié dans ce que pratique l'anthropologie culturelle aux États-Unis. Typiquement, le concept de personnalité de base d'Abraham Gardiner, c'est un concept qui relève de la sociologie psychologique. La personnalité de base, c'est la personnalité d'une communauté entière à laquelle donc se trouveraient assujettis les individus qui sont nés et qui ont grandi dans cette communauté. Bon. Alors, les psychologies dont je vous parle, ce ne sont pas des psychologies sociales au sens premier de la première fausse piste que j'ai énoncée, ni des psychologies du collectif ou des psychologies collectives, c'est-à-dire
cette psychologie des représentations collectives ou des représentations sociales, c'est tout à fait autre chose. Ce que je voudrais voir donc maintenant, c'est le sens, la portée d'une psychologie articulée au social en des termes différents de ces deux voies-là. Pourquoi? Parce que la première voie que j'ai énoncée, la psychologie sociale, est, est la voie d'une psychologie sans social ou qui échoue à atteindre le social, cependant que la deuxième voie est la voie d'une sociologie qui prétend atteindre à une dimension psychologique, mais sans que jamais les individus soient atteints ou impliqués dans le type de recherche entrepris. Autrement dit, il me semble qu'on échoue ici à atteindre à une dimension proprement psychologique, c'est-à-dire en tout cas à une dimension individualiste ou individuelle en tout cas. Voilà. Or, ce qu'il faudrait, c'est le modèle donc que je voudrais mettre en avant, hein. Ce qu'il faudrait, c'est une psychologie qui tienne compte des structures sociales, et donc qui, de ce point de vue, ne serait pas la psychologie sociale première manière, mais qui, à partir de la compréhension des structures, s'intéresse à ce qui se passe pour les individus dans les structures. Et donc, de ce point de vue, ce serait différent de la psychologie collective, deuxième fausse piste que j'ai évitée. Il me semble que la difficulté à penser, en tout cas dans un contexte français ou francophone, une telle articulation du social et du psychique euh, vient de ce que, en fait, en France, je le disais pour commencer, il y a eu un rejet très net de la psychologie. Et ce rejet, il en est passé notamment par une lutte sans merci, menée notamment par des structuralismes, et en particulier une approche marxiste structuraliste. Ce qu'il faudrait en fin de compte, ce serait d'envisager la possibilité d'une psychologie marxiste si la psychologie marxiste, c'est une psychologie qui, partant des structures sociales, s'intéresse à ce qu'il en est des individus dans les structures sociales elles-mêmes. Bon. Je dirais que ce serait donc ce modèle après lequel je cours, mais qui me semble très difficile à envisager, en tout cas quand on a été formé, comme c'est mon cas et comme c'est peut-être votre cas, en France, en philosophie, dans la mesure où, si l'on parle de structure, on est nécessairement anti-psychologique. Bon. Et ce sur quoi je voudrais insister rapidement, hein, c'est sur la possibilité même d'une psychologie marxiste, la possibilité de ce que un ancien étudiant à moi, devenu mon collègue Benoît Lépinat, appelle des psychomarxismes. Encore une fois, un psychomarxisme, ce serait un type de marxisme qui, s'attachant aux structures, ne renoncerait pas au psychologique et se demanderait comment naissent et se développent dans les structures des sujets. Elle partirait donc, cette approche, elle partirait donc du principe qu'il y a des structures autant que des individus, que les structures sont construites, qu'elles le sont historiquement par des individus. Euh, à partir de là, il faudrait reconnaître qu'une fois construites, les structures agissent sur les individus, mais que, au-delà même de cette action des structures sur les individus, il faudrait encore envisager la possibilité bien réelle que les individus agissent en retour sur les structures. Hein, donc aussi bien sur les autres individus dans les structures que sur les institutions qui les encadrent. Alors, j'en viens maintenant, enfin, par-delà cet obstacle que j'ai qualifié d'épistémologique, c'est-à-dire la difficulté que nous avons en France à concevoir la possibilité d'une psychologie marxiste ou d'un psychomarxisme, j'en viens à deux tentatives que je voudrais évoquer et qui me semblent témoigner pour la possibilité et la réalité de cette approche de psychologie politique, car c'en est une, puisqu'il s'agit ici, compte tenu de ce que l'on pense des rapports des individus aux structures, de rendre pensable et possible pratiquement l'avènement des transformations dans le social lui-même. Et donc, c'est ce que j'annonçais dans mon sous-titre lui-même, faire de la psychologie quand on est sociologue, c'est aussi, et peut-être surtout, un programme politique.
Alors, le premier nom que je voudrais évoquer, c'est celui d'un psychologue qui a longtemps enseigné à Toulouse et dont les élèves défendent encore la théorie aujourd'hui à Toulouse en psychologie du travail, en psychologie du développement, en psychologie clinique. C'est Philippe Madrieux, auquel on doit un article qui, à mes yeux, est tout à fait central et qui a pour titre Lire Marx quand on est psychologue. À vrai dire, c'est un point d'interrogation euh, à l'issue de cette phrase titre, parce que Madrieux écrit cet article en 1985 et il est tout à fait conscient des obstacles épistémologiques qui se dressent sur la voie du psychologue qui voudrait continuer à faire de la psychologie tout en étant marxiste, c'est-à-dire tout en s'attachant d'abord aux structures. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ce que, de ce que Madrieux lui-même a vécu, du type de parcours qui a été le sien, mais qui est en lui-même extrêmement intéressant, à l'école normale supérieure avec Jean Cavaillès, ou ensuite au-delà, lorsqu'il s'est rattaché à l'entreprise elle-même psychomarxiste d'Ignace Meyerson, ou lorsque il a mis ses pas dans la psychologie du développement d'Henri Vallon, qui est une psychologie immédiatement sociale. Euh, je voudrais juste dire un mot du type de configuration théorique qu'il développe. Ce qui intéresse Malrieux, c'est la possibilité d'une subjectivation ou d'une personnalisation heureuse des individus dans des structures sociales données. Or, l'idée de Malrieux, c'est que la subjectivation ou la personnalisation heureuse ne passe pas par une adaptation des individus aux structures. Ça, c'est le type de corrélation du psychique et du social que Canguilhem se désolait de trouver dans les types de psychologie auxquels il s'attachait et donc qu'il dénonçait dans son article de 1956-58, Qu'est-ce que la psychologie? Ça, l'idée que les individus doivent se soumettre aux structures, c'est la voie qu'un structuralisme voudrait nous faire croire que nous sommes condamnés à emprunter dès lors qu'on s'attache aux individus. Or, euh, en réalité, la question est bien plutôt celle de la modification des structures par les individus. Alors, euh, ce qui est tout à fait intéressant dans l'entreprise de Malrieux, c'est qu'il fait fond sur ce que j'annonçais au tout début, hein, en parlant du constat expérientiel concret, c'est que Malrieux constate qu'il y a des actions des sujets, et cette action des sujets, elle s'adosse à la multiplicité des cadres de leur expérience et au jeu qui existe entre la multiplicité de ces cadres. Si vous voulez, il n'y a pas de soumission des individus aux structures, dans la mesure où, de toute façon, il n'y a pas qu'un seul type de structure auquel les individus seraient soumis, mais que les individus évoluent eux-mêmes entre plusieurs cadres ou plusieurs structures, de telle façon qu'ils peuvent soit jouer ou faire jouer les uns contre les autres, soit jouer entre les cadres eux-mêmes en inventant des, euh, des voies de développement originales. Bon. C'est un modèle que Malrieux appelle lui-même d'interstructuration des structures sociales et des parcours de vie. Et donc, si vous voulez, la voix de Madrieux me semble intéressante. Elle me semble intéressante parce qu'elle est une psychologie qui tient compte des structures et pour cause, elle en part, mais qui, à partir des structures, témoigne de la possibilité bien réelle que les individus agissent ou réagissent de telle façon qu'une politique est encore possible. Donc c'est une psychologie politique, mais une psychologie politique qui passe nécessairement par la médiation des structures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un jeu très complexe qui s'organise entre les individus dans les structures et les structures sur lesquelles les individus s'appuient et qu'ils font jouer éventuellement les unes contre les autres. Et encore une fois, c'est une illusion de croire que nous sommes condamnés aux structures dès lors qu'on part d'elles.
hein, précisément parce que les structures ont d'abord été le fait des individus et qu'elles continuent d'être transformées, modifiées par les individus eux-mêmes. La deuxième tentative que je voudrais évoquer, c'est la tentative d'un autre psychologue. Dans le plan que j'avais distribué, j'avais mis pour répondre à lire Marx quand on est psychologue, lire Wittgenstein quand on est psychologue ou quand on est sociologue, et j'avais annoncé comme titre Chastain avec Bourdieu. Euh, voilà. Chastain, c'est là encore un profil tout à fait atypique, hein, et un profil qui ne peut s'être développé que dans un des angles morts que j'évoquais d'un point de vue méthodologique pour commencer. C'est quelqu'un qui s'est formé dans les années 30, qui est arrivé à maturité, pourrait-on dire, dans les années 50, et qui, à partir de là, est tout à fait transversal au grand partage, au grand partage disciplinaire qu'on retient généralement quand on fait de l'histoire des idées. Il n'est ni existentialiste ni structuraliste, mais philosophe, il a développé une psychologie tout à fait originale qui est transversale à l'existentialisme et au structuralisme. Cette psychologie-là a retenu l'attention de Bourdieu parce que Chastain est un des premiers en France, avant même, me semble-t-il, Jacques Bouvresse et Pierre Hadot, à commenter l'œuvre de Ludwig Wittgenstein. On lui doit un article de 1960 qui a pour titre Wittgenstein et les problèmes de l'existence d'autrui. Et il me semble que c'est un des premiers canaux par lesquels Bourdieu a pris connaissance de l'œuvre de Wittgenstein. Il a lui-même repris une partie de cet article dans son discours de la méthode sociologique, à savoir le métier de sociologue préalable épistémologique de 1967, co-signé donc avec Chambordon et Passeron. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le risque qu'il y aurait, une fois qu'on a dit cela, à interpréter le type d'intervention de Chastain en sciences humaines comme un type d'intervention structuraliste ou quasi-structuraliste. Pourquoi? Parce que quand on regarde la façon dont Bourdieu ou d'autres que Bourdieu comprennent l'usage possible de Wittgenstein en sciences sociales, cela apparaît peu ou prou comme un usage déterministe. Qu'est-ce que j'entends par usage déterministe? C'est l'idée selon laquelle, dans une communauté donnée, se développent des jeux de langage, et évidemment en rapport avec ces jeux de langage des formes de vie, mais ce qui m'intéresse, c'est que les jeux de langage prescrivent les règles de leur usage, de telle façon que, en fait, lorsque on apprend à parler, on apprend en même temps à se conformer à certains usages sociaux. Donc, les individus sont tributaires des jeux de langage et des règles qui sont en usage dans ces jeux. Autrement dit, euh, il semble que si l'on prend Wittgenstein pour guide dans les sciences humaines, on est condamné à produire une variation sur le structuralisme. Et il me semble que, et là encore je vais très vite, mais il me semble que l'œuvre de Bourdieu lui-même, qui se développe en faisant maintes fois référence à Wittgenstein, peut apparaître comme une suite du structuralisme ou une variation sur le structuralisme. Euh, la théorie de l'habitus que j'évoquais pour commencer, et ensuite les analyses des comportements ou des conduites des individus en situation par Bourdieu lorsqu'il s'empare du modèle wittgensteinien, me semble proposer un modèle profondément déterministe. En fait, les règles fonctionnent exactement comme les lois de fonctionnement des structures pour un structuraliste. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que Chastain, justement, ne se rend pas à de tels usages déterministes. Ce qui m'intéresse, c'est que au moment même où il mobilise tout le travail des sciences sociales, et je dis bien des sciences sociales, c'est-à-dire en premier lieu de la sociologie, Chastain tient bon sur la dimension psychique ou psychologique
euh, qui, euh, qui est, de son point de vue, inéliminable de l'analyse des structures sociales. Alors, ce que je vous raconte là est encore plus ou moins inédit parce que, il s'agit de cours que j'ai eu la joie de découvrir récemment dans les archives familiales. Les archives de la famille Chastain, elles viennent d'être versées à la Sorbonne. Mais en l'occurrence, je vais m'adosser ici à quelques pages qu'on trouve dans un cours que Chastain a consacré jusque dans les années 80 aux motivations. Chastain commence par expliquer qu'en fait, les sciences sociales fournissent toutes les déterminations dont on a besoin pour comprendre comment les individus sont agis dans des structures sociales. Il prend un exemple que je reprends ici, hein. Il dit, voilà, si on veut comprendre ce qui pousse un ménage à changer de réfrigérateur, il faut comprendre que ce sont des causes sociales ou des causes économiques ou des causes techniques. Par exemple, avoir un beau frigo qui fasse éventuellement envie à ses voisins ou à sa famille, mais aussi bien conserver ses aliments, éviter la panne et ne pas avoir à jeter tout le contenu de ses courses, si, comme cela pourrait être le cas si on choisit un appareil de mauvaise qualité. Alors, quand on entre dans un détail de ce genre, et vraiment, c'est ce que fait Chastain lorsqu'il détaille devant ses étudiants le sens des motivations, et là, en l'occurrence, c'est la motivation à l'achat d'un frigo, eh bien, on n'a affaire qu'à des déterminations sociales, économiques ou techniques. Et en fait, Chastain dit, voyez ici, on a bien de la ressemblance avec les déterminations psychologiques. En fait, ce qu'explique Chastain, c'est que, en première analyse, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qu'il dit, si vous voulez comprendre le psychique, il faut et il suffit de déterminer le social, l'économique ou le technique. Bon. Et donc, il semble adresser un reproche, qui est un reproche qu'on dirait presque structuraliste, euh, puisque à la psychologie, il semble dire que si on veut si on veut comprendre les motivations, on ne peut le faire qu'en se rapportant à des déterminations causales qui ne sont jamais psychiques ou psychologiques. Et c'est très frappant parce que, toute chose égale par ailleurs, on pense au type d'analyse que proposait Georges Politzer dans les années 30 lorsqu'il s'interrogeait lui-même sur ce que c'est qu'une psychologie concrète. Et lorsque Politzer s'interrogeait sur ce que c'est qu'une psychologie concrète, dans un article qui est quasiment le dernier article qu'il consacre à la psychologie concrète, où va la psychologie concrète, Politzer expliquait que, en fin de compte, si on veut comprendre quelque chose au comportement des individus, on en est réduit à détailler les déterminations causales qui sont des déterminations sociales, économiques ou techniques. Mais la conclusion qu'en tirait Politzer, c'était qu'il n'y avait donc pas de psychique en soi, en quelque sorte. Au fond, la psychologie concrète, elle ne va nulle part. Elle est condamnée à l'impasse parce que si on veut comprendre quelque chose au comportement des individus, on est conduit à des déterminations qui sont non psychologiques, extra-psychologiques, en l'occurrence donc sociales, économiques, techniques. Or, c'est là que je trouve la chose intéressante, c'est que Chastain argumente dans un tout autre sens. Il insiste, il dit, les motivations ne sont pas des causes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de motivation. Cela veut dire plutôt que les motivations sont d'un autre ordre ou d'un autre genre que les causes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une fois qu'on a épuisé le registre des causes, il reste un autre registre qui est le registre des motivations et qui est proprement le registre ou le plan sur lequel se développe une psychologie des motivations. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, c'est très frappant le basculement auquel on a affaire, hein. Il détaille toutes les causes et il précise que toute la causalité est extra-psychique. Et en même temps, si on veut comprendre les motivations elles-mêmes, il faut les comprendre comme quelque chose qui est extra-psychologique et qui joue, pardon, qui est extra-social et qui joue sur le social en quelque sorte, ou sur l'économique, sur le technique. Autrement dit, euh, partir du social,
c'est partir du causal et des déterminations causales, mais à partir de là, il reste encore la possibilité et même la nécessité de faire de la psychologie, tout simplement parce que la psychologie, elle travaille sur les motivations et que les motivations ne sont pas à proprement parler des causes, ce ne sont même pas du tout des causes, ce sont des raisons et que elles ne sont d'ailleurs pas déterminées, mais elles sont libres en quelque sorte. C'est-à-dire que vous voyez, à l'idée d'une détermination sociale qui est une détermination causale, répond en fin de compte la description des motivations comme des raisons et comme, euh, dans leur essence, pourrait-on dire, fondamentalement libres. Alors, il me semble que là, on a à nouveau un modèle, je dis à nouveau parce qu'il y a le précédent que je vous ai exposé tout à l'heure de Malrieux, on a à nouveau un modèle possible pour une psychologie compatible avec le marxisme, compatible avec l'idée de transformation politique du social. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut bien prendre garde que lorsqu'on fait de la psychologie, on a changé de jeu de langage. Et il me semble que c'est là l'usage que Chastain lui-même fait de Wittgenstein, hein, un usage métadisciplinaire, pourrait-on dire, pour rendre possible l'articulation du psychologique et du social et le décalage du bienvenu du psychologique par rapport au social. C'est pas le même jeu de langage. Le jeu de langage du social, c'est celui du causal, c'est celui du déterminisme. Le jeu de langage du psychologique, c'est un jeu de langage des motifs ou des motivations, et c'est celui de la possibilité de la liberté et de la possibilité des transformations sociales. Donc c'est ce que, du coup, je propose de qualifier, et c'était le mot de conclusion que j'avais annoncé, non pas d'une psychologie sociale, à vrai dire, mais d'une psychologie qui serait sur le social. Voilà. Et donc, il me semble qu'en effet, on peut et on doit faire de la psychologie quand on est sociologue, et que cela constitue bel et bien un programme politique, puisque le psychologue, qui est un agent comme les autres, se rend capable de comprendre les motifs des agents en situation, ou des acteurs ou des individus en situation, de telle façon qu'il peut retracer le sens des conduites réelles et éventuellement accompagner et aider ces conduites réelles dès lors qu'elles s'emploient à adapter les structures aux individus et non pas les individus aux structures. C'est là, il me semble, un programme politique de transformation éventuellement révolutionnaire qui n'a rien d'incompatible avec des perspectives marxistes, voilà, que j'annonçais ou énonçais en vous présentant ces quelques options du passé qui pourraient, me semble-t-il, revenir dans notre présent et ouvrir des perspectives peut-être pour notre avenir. Je vous remercie. Merci infiniment, pardon, ça me prend quelques instants parce que je devais arrêter le partage. Cher Frédéric, c'était super intéressant, ça allait vraiment dans le sens de toutes les recherches et tous les questionnements que nous avons ici, donc c'est parfait. C'est le moment, cher camarade, de poser des questions. Et pardon si les diapositives n'étaient pas parfaites, mais comme tu ne les lisais pas, évidemment, j'étais un tout petit peu à côté, mais au moins ça a permis au public de voir le nom que tu citais, qui n'était pas forcément toujours connu. Je vois que Julie a une question, donc allons-y, c'est à vous. Bonjour, enfin bonsoir plutôt, est-ce que vous m'entendez correctement? Tout à fait, bonsoir. Donc je m'appelle Julie, je suis moi sociologue de formation et j'ai repris une formation récemment en sociologie clinique et j'ai découvert la conférence par un pur hasard, un très doux hasard dans mes mails dans la fameuse liste de mails. Et en fait, je me suis demandé si vous connaissiez le principe de sociologie clinique parce que j'ai le sentiment que cela viendrait répondre à une partie des questionnements et tâtonnements qui, qui sont aujourd'hui présentés. La sociologie clinique, du coup, c'est un mouvement qui est assez récent en sociologie, mais qui tend à prendre des deux disciplines, de la sociologie et de la psychologie, où en fait on considère l'individu comme étant pris par différents cadres sociaux, en fait, précisément tout ce que vous avez défini. La nuance, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre les motivations,
on cherche à analyser les pratiques, on interroge le comment. Et la sociologie clinique est un champ de la sociologie qui tend à se développer de plus en plus ces 20 dernières années. Donc je me demandais si c'était des noms que vous connaissiez déjà ou si vous aviez vous-même mis de côté ou pas tout ce champ de la sociologie. Merci beaucoup. Merci. Non, je ne connais pas le champ de la sociologie clinique et à vrai dire, enfin, et donc je suis très intéressé par elle. Le, Comme vous aurez compris, mon point de départ, euh, enfin, l'un de mes points de départ est historique et en fait, c'est enfin, historique et historiquement disciplinaire ou disciplinairement historique, je ne sais pas comment vous dire ça. En fait, l'insatisfaction pour moi, elle vient de la situation dans laquelle se trouve la psychologie et, puisque je viens de la philosophie, du désamour profond de la philosophie pour la psychologie, euh, ou alors le traitement par les philosophes d'un type de psychologie qui est un type de psychologie très particulier, la psychologie expérimentale, les sciences cognitives, les neurosciences. Et lorsqu'on fait de la psychologie clinique, euh, la, la- la force enfin, très discutée, il est vrai, mais encore très prégnante, du modèle psychanalytique ou des modèles psychanalytiques. Or, ce qui m'intéressait, moi, c'était qu'il avait existé des entreprises de psychologie qui me semblaient non seulement branchées sur la philosophie, ou en tout cas susceptibles d'intéresser les philosophes, et qui soient en dialogue constant avec la sociologie. Si vous voulez, ce qui me... Enfin voilà, typiquement les auteurs dont je vous ai parlé, Malraux, Chastain, sont des auteurs qui viennent de la psychologie, mais qui de fait, dialoguent, ont dialogué de leur vivant et sont susceptibles d'être mis en dialogue après leur mort avec des sociologues. Mais pour autant que les sociologues en question font un pas eux-mêmes en direction de la psychologie. Et il me semble que c'est le cas dans la dans la sociologie clinique que vous évoquez. Je vous dirais juste que les gens avec qui je dialogue aujourd'hui sont notamment les élèves de Malrieux à l'université de Toulouse, qui sont en psychologie du travail ou en psychologie du développement et de la personnalisation. J'ai cru voir Jean-Yves Rochex, voilà, que je salue, et qui fait partie de ces collègues à l'intersection des disciplines avec lesquelles il est possible et heureux de pouvoir dialoguer. Je pense aussi à des gens comme Yves Clos euh, qui, euh, qui ont connaissance des références comme celles que j'ai évoquées et qui les mobilisent activement dans leur recherche. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, en fin de compte, c'est l'idée que la psychologie ne doit pas être réduite à des fonctions somatiques et égocentrées, égocéphalocentrées, je dirais même, et que la psyché est liée aux conditions sociales d'existence des individus. Et c'est l'appel du point de vue de la sociologie à ne pas oublier que ce qui advient dans le social a toujours des répercussions chez les individus. Voilà. Donc, il me semble qu'un tel programme pourrait en effet convenir à ce que vous dites de la sociologie clinique. Merci infiniment pour ça. Il y a plein de questions, notamment la question de Jonathan. C'est à toi. Merci. Vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment fort intéressant. J'ai deux questions, mais bon, peut-être qu'on ne pourra pas répondre aux deux. Mais la première, c'était peut-être d'en dire un peu plus, si vous le voulez bien, sur la solution de Chastain et sur le fait de traiter les causes et les motivations comme deux jeux de langage. Enfin, la question, c'est à les traiter ainsi, qu'en est-il de leur articulation? Est-ce qu'ils sont incommensurables? J'ai l'impression que non. Voilà, c'était ça en gros la question. Et la deuxième, elle est un peu plus générale, c'est quand il s'agit de parler de sujets par opposition aux structures, est-ce qu'il y a nécessairement l'idée d'une connaissance à la première personne, disons, des motifs, dans la psychologie que vous appelez de vos voeux, ou pas forcément? Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. D'abord, bonjour Jonathan. Je suis ravi de faire la connaissance des visus de Jonathan parce qu'on a échangé par mail, mais on ne s'est pas encore rencontré, mais j'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Il faut que je réponde aux mails. Euh, alors, je dirais que dans le cas de Chastain, ce qui m'a toujours troublé, c'est qu'en fin de compte, euh, j'avais l'impression, à le lire pendant très longtemps, qu'il était sociologue. Et en fait, je ne voyais pas, euh, je voyais pas ce qui distinguait son approche d'une approche purement sociologique. Et donc, en fait, c'était un vrai souci, quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'au final, quand je lisais sa psychologie, j'avais l'impression qu'au final, tout se résolvait en détermination soit sociale, soit historique. Et là, c'est plutôt un autre modèle que j'ai pas mentionné, mais qui est le modèle d'une psychologie historique empruntée à Ignace Meyerson. Or, c'est la bonne surprise de ces récentes découvertes archivistiques. Il y a pour lui une dimension inéliminable du psychique. Alors, comment je ne sais pas d'ailleurs, c'est moi qui ai parlé d'articulation, enfin de deux jeux de langage différents. Je me demande à l'instant si je ne me suis pas laissé emporter par mon improvisation du jour. Euh, Comment est-ce que c'est articulable en tout cas? Comment est-ce que ce serait pensable l'articulation? Je pense pas que ce soit incommensurable. Je dirais, enfin, comment dire? Enfin, ça l'est pas. Mais si je devais faire un rapprochement, je dirais que c'est comme lorsque Spinoza traite les corps et les esprits comme les deux faces d'une seule et même réalité, quoi. C'est-à-dire que il me semble que le mental s'exprime par les motivations et que le causal les exprime dans son ordre, qui est un ordre social, quoi. Voilà. Euh, mais bon, enfin, je vous dis ça, mais j'en sais rien en fait. Bon, donc j'en dis pas plus. Il me semble que euh, les motifs s'ajoutent, ouais, ouais, non, mais en tout cas que c'est une face, disons, c'est une face du social. Non, c'est pas une face du social ou l'autre face du social. C'est l'un des plans du fait humain total qu'il faut prendre en considération si on veut comprendre quelque chose à ce qui advient dans les collectifs. Là, quand je parle de plan, c'est aussi c'est une métaphore qu'on trouve chez Jean-Pierre Vernant, un praticien de la psychologie historique, historien de l'homme grec et de la femme grecque, mais qui parle d'une multiplicité de plans lorsqu'il explicite le sens du fait total au sens de Marcel Mauss. Ben, il me semble que parmi les dimensions du fait humain, il y a le fait mental qui est irréductible, incommensurable. Oui, si l'on convient qu'il faut lui faire une place à part et non réductible au social, comme une des faces de l'humain. Alors, euh, la deuxième question sur la connaissance à la première personne des motifs, il me semble que oui. C'est-à-dire que, mais ça, c'est des choses que j'ai pas eu le temps de développer. Et, il me semble que les sujets en savent toujours plus qu'ils ne pensent. C'est-à-dire qu'il faudrait développer ici toute une théorie de l'implication. Et ça, c'est ce que j'essaie de voir, et notamment avec des références, par exemple, britanniques ou hungario-britanniques, en l'occurrence avec le dégagement de ce que Michael Polanyi appelle la dimension tacite et les savoirs tacites. Donc il me semble que il y a une connaissance au moins implicite à la première personne des motifs, et tout le problème est de savoir si oui ou non les sujets arrivent à expliciter le sens de ces motifs. Il me semble que c'est au moins en droit explicitable, de telle façon que la connaissance implicite n'est pas, à mon avis, un habitus au sens de Bourdieu, parce que ça n'est pas incorporé de telle façon que ce serait inexplicitable. Super, je suis très curieuse de savoir quelle sera la suite de vos échanges, messieurs. Cher Meggy, c'est à vous. Oui, super, allez-y. Ok, merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire.
Ce que je veux dire, c'est plutôt un commentaire basé sur le résultat de mes recherches. D'après ce que vous venez de dire, personnellement, je ne peux pas séparer les structures pas de la psychologie, mais de la psychologie sociale. En fait, je constate qu'il y a un rapport très fort entre psychologie et psychologie sociale, pas entre psychologie. Parce que la psychologie étudie le rapport de l'individu à lui-même, alors que la psychologie sociale étudie le rapport de l'individu aux structures, aux institutions et aux autres. Alors, c'est là que je vois le rapport. Et deuxièmement, mes recherches ont montré que les individus peuvent agir sur les structures alors que les structures aussi peuvent agir sur les individus. Il y a cette interaction, il y a cet échange d'influence entre les deux. Voilà en peu de mots l'essentiel pour moi. Merci beaucoup. En fait, je suis entièrement d'accord avec vous, mais si vous voulez, le modèle de psychologie sociale auquel je pensais et qui me faisait reculer au moment d'envisager la possibilité d'emprunter la voie de la psychologie sociale, c'était la difficulté où on se trouve pour des questions de principe presque, si on part des individus, d'atteindre au social lui-même, à un supra-individuel. Euh, les tentatives dont j'ai essayé de rendre compte sont des tentatives qui justement s'installent dans les structures en quelque sorte et travaille depuis les structures sur la manière dont les motifs individuels s'articulent. Voilà. Mais je suis tout à fait preneur et je ne doute pas qu'il existe des psychologies sociales qui en fait soient attentives à la dimension non psychologique du social, tout en étant soucieuses d'articuler cette dimension sociale irréductible à la psyché au travail du psychisme. Typiquement, le type de modèle que j'évoquais avec la tentative de Philippe Madrieux table sur des interactions du type de celles que vous évoquez. Je suis passé trop vite, mais le modèle qu'il met en avant est celui qu'il appelle le modèle de l'interstructuration de l'individu et du social. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même ce qu'il qualifie, lui, dans son langage hérité de Marx, de dialectique d'interstructuration. Voilà. Mm. Mais ça suppose, si vous voulez, ça suppose, par rapport aux psychologues qui au moins en son temps l'environnent, d'accepter l'existence et l'efficience des structures sociales. C'est-à-dire que typiquement, j'ai souvenir d'échanges avec Piaget extrêmement intéressants, où en fait, euh, Malraux reproche à Piaget de développer sa psychologie et puis son épistémologie génétique en s'en tenant à des perspectives égocentrées. Comme si en fait le développement du psychisme n'était pas lié aux contingences de l'histoire et aux dimensions du social. Bon, donc c'est extrêmement important d'objecter aux psychologues qui sont égocentrés qu'il y a autre chose que l'ego. Et évidemment, réciproquement, il est important de signifier aux sociologues qu'ils ne peuvent pas faire abstraction de la dimension psychique, clinique, D'accord. etc. C'est ça l'idée. Et encore une Merci. fois, Malraux lui-même était confronté à ce modèle-là, puisqu'il se voulait marxiste et qu'il était confronté notamment en philosophie à des marxistes qui défendaient les structures tout en disant que la dimension individuelle est idéologique et éliminable. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Quel bel échange aussi, merci beaucoup. Donc, chère Ariane, c'est à toi aussi. Donc, Ariane qui est psychologue chez nous, issue de la tradition psychanalytique. Merci, Anna. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Alors, j'ai plusieurs, enfin, j'ai essayé de me limiter, mais
Donc, juste pour un tout petit peu me situer, donc je suis donc pour ma part psychologue, psychanalyste, et puis je, je suis dans ce domaine un peu contesté de la dite neuropsychanalyse. Et donc, en fait, je me trouve un tout petit peu à me reconnaître éventuellement dans ce que vous faites, Monsieur Frotto de Laclos, euh, du côté d'essayer de départager euh, ce qui en est de la biologie, de ce qui en est de la psychologie. Donc, euh, pour, pour ma part, j'ai j'ai l'habitude de dire que la psychologie est comme vous avez dit, un fait autonome qui émerge d'une pulsion qui pousse en réponse à un autre qui tire, qui donc se situe entre un fait biologique autonome et un fait sociologique autonome, mais qui donc, lui, le psychique fonctionne de façon autonome et qui crée ainsi pour ça que j'ai beaucoup raisonné à plusieurs moments, enfin, était en résonance avec ce que vous dites, mais qui, de cette façon, crée une forme de liberté par rapport, donc, par rapport avec le corps dans lequel on est et dans la société dans laquelle on est, ni l'un ni l'autre, ni un algorithme compliqué de l'interaction entre les deux ne peut résulter euh, en ce qui fait la vie psychique de quelqu'un. Et donc, je me retrouve un tout petit peu en effet faire cette même distinction entre ce que vous avez éventuellement appelé cause et motivation, et donc l'inéliminable de la psychologie par rapport à la biologie, bien sûr. Euh, euh, je pense aussi que la psychologie, dans l'histoire de la pensée, se trouve dans un domaine enfin, dans un stade qu'on pourrait comparer avec le stade alchimique avant que n'advienne la chimie. Elle est, euh, elle est traversée d'intuition et de téléologie sans même s'en rendre compte. Elle n'est, pour ma part, la psychologie, la science, donc détéléologisée, qui ne se baserait pas, qui ne se laisserait pas aller par l'intuition, n'est pas advenue. Et donc, moi aussi, je l'appelle de mes voeux, on va dire, en contraste avec la biologie, comme vous le faites peut-être, ou par rapport à la sociologie. Alors, donc, ce que j'avais envie de dire, dans là où je peux me situer dans vos propos, par rapport, quand ça devient concret, c'est tout de suite un peu plus facile, hein, par rapport au choix du réfrigérateur, c'est que cette psychologie, que j'appelle moi aussi de mes voeux comme un niveau autonome avec sa propre autorité de la science, que cette psychologie pourrait expliquer en effet, ou peut-être pas expliquer, mais mettre en carte les formes de folie et de monstruosité. Donc mon idée, enfin mon idée ou celle de plusieurs, c'est que nous sommes tous fous et que nous sommes tous des monstres, qu'il y a tous que la déraison et la transgression sont du fait humain, mais une science de la folie, une science de la monstruosité, enfin de la déraison, de la transgression sont possibles et qu'on pourrait appeler de nos voeux. Voilà, je vais m'arrêter là, mais voilà, je suis curieuse de vous entendre. Merci beaucoup. Alors écoutez, d'abord, je vais juste rebondir sur deux points qui me frappent beaucoup, parce que vous avez fait intervenir la dimension biologique que je n'ai pas du tout évoquée, et je le regrette, parce que c'est un point qui me tient à cœur, comme il tient à cœur au psychologue dont j'ai donné le nom. En fait, le, le problème dès lors qu'on évoque la matérialité du corps est celui du réductionnisme auquel on est exposé. Or, les psychologues auxquels j'ai fait référence et d'autres encore dont je n'ai pas parlé,
sont des philosophes qui s'attachent profondément à la dimension biologique de l'action, et donc au corps, et à ce qui se joue pour le corps dans l'action, mais qui, pour autant, ne sont pas réductionnistes, au sens où, en fait, euh, les actions dans leur dimension corporelle sont elles-mêmes pénétrées de sens et de motivation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement, quand les psychologues auxquels je pense font référence au corps, ça n'est jamais pour réduire le mental au corps, mais c'est justement pour montrer que dans le corps se trouve impliquée une dimension de sens qu'éventuellement le psychique développe ou explicite. Mais Et donc, j'espère que vous aurez entendu que c'est aussi ma position. oui, oui, tout à Ah, fait, ok, tout d'accord. à fait. C'est justement parce que Ok, ok, c'est ce que votre position me permet ok, de ok, préciser, ok. parce que je n'y ai pas du tout fait référence dans mon intervention. Il y a il y a toute une lignée de psychologues extrêmement intéressants et qui ont aujourd'hui, à mon avis, des relais chez Berthoz, Rosenfeld et d'autres, enfin des gens qui travaillent en neurophysiologie de l'action et qui me semblent être justement des psychologues attentifs à la dimension corporelle des actions, sans pour autant être des réductionnistes. Et donc ça me semble extrêmement important. Le deuxième point, puisque là j'ai parlé de la dimension neuro, et vous avez parlé de neuropsychanalyse, et disant que vous évoluez dans ce champ, j'ai pas parlé de psychanalyse non plus, je l'ai laissé très très vite de côté, mais il est évident que dans certaines formes de psychanalyse personnologique ou personnaliste en France, il y a des connexions nettes avec ce que j'ai évoqué. J'ai notamment travaillé sur des débats qui entouraient la première réception du freudisme en France et vu que, il y avait des convergences assez intéressantes entre une psychanalyse ouverte sur le social et les psychologues attentifs à la dimension historique et sociale du psychisme que j'ai mentionné. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que ces dimensions m'importent, que je n'en ai rien dit, mais que des fils sont susceptibles d'être dégagés, des ponts jetés en direction donc à la fois de la dimension neuro et de la dimension psychanalytique. Voilà. Donc c'est pour dire ma... Ok. Je vais juste ajouter une demi-phrase, après je me tais, je promets. Mais euh, ce qui a ce qui permet d'ouvrir cette pensée, c'est de parler de l'action. Les neurosciences et la psychologie euh, sont complètement dans une perspective de recevoir, de perception, et ça depuis 1900, depuis le prix Nobel de Hubel-Lewis en 1981, dans une espèce de passivité et, qui aussi résonne avec une psychologie de la victimisation. Et ce sont les neurosciences de l'action, Marc Janro, Berthoz, etc., qui sont le plus proches d'un développement de la psyché, d'un appareil psychique, d'une architecture psychique. Voilà, je me tais. Désolée, Anna. Mais non, mais c'est super, hein. Merci pour cet échange vraiment très intéressant. Cher Jean-Yves, c'est à vous maintenant. Bonjour, ouais. Bonjour à tous, excusez-moi, je reprends sur mon micro. Juste, merci Frédéric pour ton intervention. Euh, Pour revenir sur les questions sociologie, psychologie, il me semble que certaines des fausses pistes que tu as évoquées, voire d'autres qui ont été évoquées, sont un peu pour moi dans le fantasme d'une sous-discipline qui unifierait les deux approches ou ce que j'appellerais les deux plans de réalité qui étudient le psychique qui étudient la psychologie ou les sciences du psychisme et la sociologie ou les sciences du social. Or, il me semble que c'est justement là où il y a une fausse piste. Et il me semble que si on veut avancer dans un champ comme dans l'autre, par exemple, je reprends l'exemple, la sociologie clinique me semble, alors c'est divers ce qu'il y a derrière le mot sociologie clinique, mais il y a au moins un certain nombre d'entreprises qui me semblent dans cette illusion-là
et qui d'ailleurs n'y réussissent pas, parce que quand Vincent de Goléjac parle de névrose de classe, on voit bien comment il aplatit la dimension psychique sur un parcours de promotion sociale qui fait, à mon avis, pas très justice des cas dont il parle. Voilà. Il me semble que si on veut avancer, il faut tenir pour ce postulat d'irréductibilité des deux plans de réalité. Hein. Vallon parlait du psychisme comme d'un plan de réalité et d'activité spécifique qui ne peut être étudié que dans ses rapports avec d'autres plans d'activité et de réalité, mais dans ces rapports. Et si on veut penser les rapports, il faut penser la différence et l'irréductibilité de la différence. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce qui nous manque, c'est pas simplement le postulat de dire les individus agissent sur les structures et les structures agissent sur les individus, mais c'est d'avoir une théorie des médiations par lesquelles ça se produit. Et il me semble, par exemple, tu n'as pas évoqué ni Lucien Sèvres, avec, moi je trouve très intéressant chez Lucien Sèvres le concept de forme historique d'individualité, hein, qui ne rabat pas la formation des individus sur les structures sociales, mais qui essaie de penser on va dire des charnières, des choses intermédiaires. Moi, je trouve très intéressant aussi, qui fait écho, à mon sens, à ce que tu as dit de Malrieux sur la pluralité des milieux, qui sollicite le sujet comme instance d'arbitrage. Moi, je suis très sensible à la notion d'épreuve qu'utilise Danilo Martuccelli et dont il dit qu'elle est une sorte d'échelon intermédiaire pour penser les rapports entre la sociologie et l'action des individus. Voilà. Et de ce point de vue-là, les deux champs que tu évoquais au début, et particulièrement Bourdieu, on a le sentiment que Bourdieu, c'est à la fois, c'est pas simplement une négation de l'individu. Au passage, à l'anecdote, je ne sais pas si vous connaissez l'article de Bourdieu sur l'illusion biographique, mais où il dit il n'y a pas d'unité psychique autre que le nom propre qui n'est qu'un artefact social. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'exemple qu'il prend pour dire il n'y a pas le nom propre est un artefact social, c'est celui de Marcel Dassault. Et il dit quoi de commun entre Marcel Dassault, avionneur, le patron de presse, etc. Or, ce qui est quand même passionnant, c'est que Marcel Dassault, son nom, c'est pas Dassault, c'est Marcel Bloch. Et que Marcel Bloch est déporté à Buchenwald, où il est sauvé de la mort par l'organisation communiste du camp de Buchenwald, ce qui fait que Marcel Dassault va continuer à financer l'humanité pendant pratiquement toute sa vie. Voilà. Donc, je trouve cette anecdote est très précieuse pour montrer comment voilà, la question de l'unité psychique ne se réduit pas à l'homogénéité psychique entre l'avionneur, le patron de presse ou autre. Voilà. Et donc, pour moi, la notion d'épreuve est tout à fait intéressante pour penser une clinique des sujets confrontés à du social, mais du social qui suppose une approche clinique aussi qui est sensible aux contradictions, pas simplement au point de vue marxiste, qui est sensible aux possibles non réalisés dans le social, comme la clinique des sujets est sensible aux possibles non réalisés dans l'histoire des sujets. Et donc, moi, je tiens pour le postulat de l'irréductibilité des choses, mais de pouvoir penser des effets d'écho entre les appareils conceptuels qui permettent, et une clinique du social, qui à mon sens devrait être une vraie sociologie, pas seulement une sociologie déterministe expliquant que ce qui est ne peut pas ne pas être, et une clinique des sujets qui partagerait le même postulat. Merci beaucoup. C'est toi, Jean-Yves, qui aurais dû faire l'intervention. Non, non, non. Mais non, je dirais deux choses. La première chose, c'est une anecdote. Mais quand une des premières fois que j'ai exposé les principes de la psychologie historique, euh, la réaction, c'était la réaction d'un collègue philosophe, a consisté à dire, mais est-ce que si la psychologie historique n'a pas marqué son temps et n'est pas demeurée dans la mémoire des philosophes ou des savants de sciences sociales, ça n'est pas parce qu'elle est un mixte impur entre le psychique d'un côté et l'histoire ou la sociologie de l'autre, enfin, ou le social de l'autre. Et ça m'a beaucoup frappé parce que ce philosophe donc partait des partages établis, des partages disciplinaires établis,
Et il partait donc du principe que la réalité se pliait au partage disciplinaire. Or, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est que psychologie historique, ça n'était pas une discipline formée à partir de deux autres disciplines, mais que c'était le nom qui recouvrait exactement la complexité du sujet humain dans son existence concrète, qui est toujours une existence située. Et donc, en fait, en partant de la réalité elle-même, qui est une réalité complexe, mélangée, hybride, enfin, c'est déjà trop dire, hein, c'est-à-dire la réalité est complexe au sens où elle ne se soumet pas aux simplifications qui sont les simplifications d'après-coup engendrées par les pratiques disciplinaires, le fonctionnement académique, etc. Voilà. Et donc, euh, c'est-à-dire que, évidemment, si on part du principe qu'il y a le psychique d'un côté et le social de l'autre, on peut toujours travailler, on ne parviendra pas à les unir. Si on part de la réalité telle qu'elle se donne, et il me semble que c'était une des ambitions de Mauss quand il parlait du fait total, on doit tenir compte de toutes les dimensions. Voilà, et donc essayer de voir ensuite comment elles s'articulent. Alors par rapport à ta question, en effet, j'ai pas, par rapport à ta question, pardon, sur les médiations, les intermédiaires et les formes charnières, le, le- je dirais que là, il aurait fallu, pour ma part, j'évoque encore un autre type d'entreprise, mais qui la puise profondément dans la philosophie et l'histoire des connexions très récentes entre philosophie et sciences sociales, parce que je dirais que là d'où je viens, encore plus profondément dans tout ce que je vous ai raconté, d'où je viens, il n'y a d'abord que des médiations, que des devenirs ou des processus. Ce que j'ai en tête là, et là, je viens de finir un travail là-dessus, c'est l'héritage que le legs de Deleuze et Guattari aux sciences sociales, pour lesquelles il n'y a que des médiations, que des devenirs, que des processus, et jamais de termes. Alors moi, ce qui m'intéresse pour le coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est une fois qu'on a bien précisé que tout est complexe, ce qui m'intéresse, c'est quand même qu'on ait des points d'arrêt ou des points de butée dans l'analyse, parce que dans la réalité aussi, il se forme des formes, enfin je veux dire des formes individuelles, des formes sociales, et que ces formes, il faut en tenir compte. Mais je dirais que moi, l'arrière-plan qui est le mien, c'est plutôt l'arrière-plan d'une fluidité complète de la réalité, qui s'adosse à des métaphysiques spéculatives du processus ou du devenir, de telle façon qu'il n'y a pas de forme. L'intérêt quand même des savoirs disciplinaires que j'ai évoqués, c'est de s'attacher à des formes. Voilà. Alors les formes, elles doivent être complexes pour rendre compte de la complexité du devenir, mais voilà, c'était plutôt par rapport à ça que, euh, que je faisais valoir les quelques références. Et évidemment, il faudra que j'approfondisse, ça fait partie des tâches des années à venir. Il va falloir que j'approfondisse les travaux du Sciencev. De toute façon, il y a un énorme volume qui vient de paraître Oui, sur la psychologie. Je vais être obligé de m'y mettre. Voilà. Merci en tout cas, Jean-Yves, et à très bientôt, j'espère. Mais si cette suggestion était effectivement sérieuse, il va falloir, Monsieur Rochex, effectivement, qu'on en parle avec venir. Euh, Je note votre nom. Super, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas. C'est à peu près les derniers moments. Nous avons à peu près atteint notre objectif temporel, mais moi, j'ai quand même, si tu permets, cher Frédéric, je voudrais te poser une question factuelle, vraiment, parce que dès le début de ton intervention, d'ailleurs, vraiment, euh, je souligne très, très intéressante. J'ai compris aussi comment tu fais. T'as un talent vraiment de t'éloigner du texte de façon mais extrêmement agréable à écouter, hein. Je suis complètement admiratif de ta façon à la fois d'être proche, je veux dire, de dire ce que tu as à dire de façon sophistiquée, donc sans simplifier, sans pour autant lire. Donc il va falloir que j'apprenne ça. Toujours est-il, ma question est la suivante. Quelles sont tes relations avec nos amis ethnométhodologues? Pas forcément en France, mais par exemple, une partie des choses dans la grande tradition ethnométhodologique telle que je la fréquente, et je la fréquente effectivement jusqu'au maintenant, j'ai récemment dirigé un volume à ses propos, co-dirigé un volume à ses propos. Ben, il y a des gens tels que Aaron Gurvitch, par exemple, qui me semblent parfois dire des choses un peu similaires. Évidemment, Harvey Sachs, un sociologue qui s'est intéressé à l'analyse conversationnelle, lui aussi, il disait il a essayé de jouer sur tout cela, mais surtout, mais sans surprise, la façon dont tu as
essayé de jouer avec cette double exigence du psychique et du social dans une perspective dynamique qui modifie les deux éléments de façon historique. Évidemment, à une toute petite échelle, ça se passe chez Garfinkel. Pour moi, Garfinkel faisait justement ça. Donc, comment tu t'es positionnes vis-à-vis de ces petits, de ce groupe de chercheurs en ethnométhodologie? Bon, merci beaucoup. Écoute, Aaron Gurvitch, moi, ce qui me frappe, c'est que, alors, je pense, ah oui, je ne sais pas si on parle du même Gurvitch. Là, j'ai tout à coup un doute parce que, euh, est-ce que c'est celui qui a travaillé sur le champ transcendantal en France et qui est phénoménologue ou pas? Non, c'est un autre. Ok. C'est C'est un pas autre. Aaron. Ah, ok, d'accord. Voilà. Euh, alors, euh, ah, tu viens de naître, d'accord. Alors, l'ethnométhodologie, je plaide la méconnaissance relative du courant. Euh, je parlais de Latour à l'instant. Il se trouve que les travaux de lui qui m'intéressent le plus sont les travaux d'anthropologie de laboratoire, dont on dit qu'elles doivent énormément à l'ethnométhodologie. Et donc, ça fait partie aussi du programme de lecture. Je maîtrise mal ces références, mais c'est évident qu'il va falloir que je me penche sur elles. Euh, En revanche, un type d'œuvre qui m'a vivement intéressé et sur lequel j'ai un tout petit peu écrit, et qui me semble hériter de l'ethnométhodologie et faire jonction avec l'œuvre de Ian Elster, c'est l'école de Palo Alto. Et tout ce qui se développe autour de Palo Alto, c'est-à-dire un interactionnisme enfin, foncier, euh, qui a tendance, en tout cas chez Paul Václavic, à se rabattre sur un individualisme de méthode, mais qui demeure extrêmement opératoire, enfin, dès lors qu'on ne perd pas de vue la dimension sociale, enfin, les interactions avec les antipsychiatres Cooper et Lang d'un côté, le travail de Gregory Bateson, tout ça me semble absolument incontournable, voilà, et de nature en tout cas à éclairer à la fois historiquement et théoriquement le genre de propos que j'ai avancé là, hein, voilà. L'ethnométhodologie, mon problème en quelque sorte, c'est que c'est quand même un massif assez impressionnant et que pour le moment, j'ai pas encore réussi la voie d'entrée là-dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a à la fois justement des discours de la méthode et des pratiques concrètes. Et ce que je peux dire, c'est que en tout cas, dans ces sources d'inspiration phénoménologique, il me semble que c'est la voie de la phénoménologie la plus intéressante. Si je me souviens bien, ça doit beaucoup à Schütz aussi, Alfred Schütz, et il me semble que Absolument, c'est la absolument. dimension de la sociologie phénoménologique qui me semble une des voies les plus prometteuses de la phénoménologie, dans la mesure où ça fait partie de ces entreprises qui reprennent la phénoménologie là où Husserl l'avait laissée, c'est-à-dire au moment de la position du problème de l'existence des autres. Et voilà, mais il me semble que justement, Schütz travaille dans une direction qui permet la compatibilité avec la dimension sociale du fait humain. C'est pas le cas, par exemple, en France, chez Lévinas, par exemple, où on est tout à fait dans un autre type de rapport. Et donc, voilà, je pense que la connexion est possible, souhaitable, et elle est à réaliser. Je vais le faire. Très bien. Mais mon propos n'est pas de toute façon, mon propos n'est pas de couvrir non plus l'intégralité des options existantes, hein. Il est de trouver des outils pour poser des problèmes. Donc je verrai si l'ethnométhodologie complète ou permet de raffiner sur les positions que j'ai exposées tout à l'heure, à savoir celle de Madrieux et Chastain. Mhm. Non, super. Disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de savoir que si jamais les quelques personnes que je cite ici ont déjà dit des choses similaires avant, à tant qu'à faire, revenir un tout petit peu à eux plutôt qu'à Maltarieux et Chastain, non? Non, toi, tu vois pas les choses comme ça. Bah, du point de vue des priorités, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'au contraire, on a plus de chances de trouver de l'ethnométhodologie dans Chastain que. Et je pense qu'il y a une priorité enfin, voilà, de ces gens-là par rapport à l'ethnométhodologie. Faudrait voir, hein, mais à mon avis, c'est au moins parallèle. Ok, ethnométhodologie de Garfinkel, c'est tout à fait possible, évidemment. Mais Gurevitch
et shoot, pas forcément. Non, je sais pas, à Mais en voir. tout cas, une généalogie de tout ça permettrait de faire apparaître que ça s'ancre dans un même rapport à la phénoménologie et dans le même type de développement ou d'excroissance originale à partir de la phénoménologie. Ça, c'est des choses que j'ai pas mises en avant dans mon topo, mais euh, aussi bien Malrieux que Chastain sont des gens qui ont commencé par travailler le premier sur Heidegger et le second sur Husserl, et sur justement l'apport possible de la phénoménologie aux sciences humaines. Voilà. Psychologie, sociologie. Donc on est, et là, tout ça s'ancre dans les années 30. Malrieux est l'auteur d'un diplôme d'études supérieures en 35, je crois, sur la technique chez Heidegger et Marx. Mais il est allé suivre avec les encouragements de Jean Cavaillès, il est allé suivre les cours de Heidegger à Fribourg, et il a vu l'adhésion de Heidegger au nazisme. Ça l'a totalement guéri de la phénoménologie, en tout cas celle de Heidegger, et il en est revenu marxiste, définitivement marxiste. Et Chastain a été initié à la philosophie par Sartre, et il est un des premiers à lire et à rendre compte de Husserl et des méditations cartésiennes, là encore en 1935. D'accord. Ah oui, oui. Donc, non, non, mais t'as raison. Pardon. Je retire ce que je dis parce qu'effectivement, mais les personnes que j'ai citées, ça va être plutôt juste après la Deuxième Guerre, hein. Ce sont très souvent des Juifs qui se sont échappés d'Europe pour se mettre à travailler aux États-Unis. Euh, Attention, hein, en ce qui concerne là, tu prononces le nom que je crains de prononcer, que je décourage mes étudiants et étudiantes de prononcer, parce que si tu prononces le nom de la bête 3 fois d'affilée, la bête apparaît. Donc, attention. Voilà, Je, conseil. je propose de l'appeler comme faisait Deleuze, le vieux druide nazi. Très bien, très bien. Moi de façon tout à fait consensuelle, je dis juste l'auteur des Sein und Zeit, mais avec une interdiction totale de prononcer le nom, et même mes collègues s'y sont mis, donc c'est assez marrant. À Nancy, je pense que j'ai un public assez captif à ce genre de choses. Très bien. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a une petite dernière question que vous voudriez poser éventuellement ou une remarque que vous voudriez faire? Je veux qu'il y avait des commentaires écrits, donc éventuellement tu pourras jeter un coup d'œil sur Ouais, ça. je vois ça, oui, il y a plein de choses. Il y a des échanges très intéressants. Je vois juste le nom de Piaget. Euh, C'était très intéressant parce qu'il y a des échanges entre Ignace Meyerson, dont j'ai pas assez parlé, et Jean Piaget. Ignace Meyerson dit à Jean Piaget, votre psychologie génétique ne la faites quand même pas trop statique. Parce que la genèse, elle est auto-centrée, elle est égocentrée. Et le problème est de savoir jusqu'à quel point la contingence du social et historique est prise en compte par Piaget. Du point de vue des psychologues que j'ai évoqués, elle ne l'est pas assez. Et on leur préfère soit Henri Vallon, soit Ignace Meyerson pour la dimension sociale et historique. Voilà. Super. Merci beaucoup. C'est vraiment très précieux et très impressionnant. J'espère que ça ne te dérange pas que nous allons mettre, de toute façon on va en parler, l'enregistrement en ligne. Écoute,